Cette vidéo est sponsorisée par Ecosia. Vous crachez dans un tube, vous le glissez dans une enveloppe et vous l'envoyez par la poste. C'est tout ce que cela vous demande pour que quelques semaines plus tard, une entreprise vous révèle vos origines génétiques. Mais avant que vous ou quelqu'un de votre entourage fassiez ce geste d'apparence anodin, il y a 3 choses que vous devriez savoir. Parce qu'une fois que votre ADN est parti, il n'y a plus de retour en arrière. Et d'ailleurs, c'est peut-être déjà trop tard. Quelles sont vos origines? D'où venez-vous vraiment? C'est la réponse qui vous est promise quand vous recevez les résultats de votre test. Et imaginons que vous receviez ceci. Comment est-ce que vous l'interprétez? Est-ce que ça veut dire que 50% de vos ancêtres sont anglais? Ou est-ce que 50% de votre patrimoine génétique ressemble à celui des Anglais, peu importe qu'ils soient de la même famille ou non? Est-ce que c'est une probabilité où on a une chance sur 2 d'être anglais, une chance sur 5 d'être scandinave, etc., etc.? Si vous êtes confus par le sens de tout ça, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes qui ont lu les explications scientifiques ont eu de la difficulté à les comprendre. Plusieurs participants qui ont compris des éléments de l'explication sont devenus sceptiques à propos des résultats. Alors je vais vous montrer comment ils arrivent à ces résultats pour vous montrer vos origines et vous allez voir tout de suite ce que ça veut dire. Cette vidéo est sponsorisée par Ecosia, et Ecosia, c'est un moteur de recherche un peu différent. Parce qu'à chaque fois que vous faites une recherche, 100% des profits qui viennent des revenus publicitaires sont utilisés pour des actions en faveur du climat et pour planter des arbres partout dans le monde. Regardez la carte, il y en a partout. Grâce à ça, c'est plus de 230 millions d'arbres qui ont été plantés jusqu'à présent. Et vous le verrez sur le site, ils font pas ça n'importe comment, ils font attention à planter des espèces indigènes, pas des monocultures stériles. L'avantage, c'est que utiliser Ecosia ne vous coûte absolument rien, puisque c'est gratuit. C'est juste un moteur de recherche. Donc téléchargez sur votre ordinateur, sur votre téléphone, essayez. Vous ne verrez pas de différence avec votre précédent moteur de recherche. Enfin si, vous verrez que la page d'accueil est différente, elle est jolie avec ce vert. Si vous avez des doutes, allez regarder. Ils publient leur bilan financier tous les mois, vous verrez comment ils dépensent leur argent. Bref, téléchargez Ecosia pour votre téléphone ou votre ordinateur ou les deux. Les liens nécessaires sont évidemment en description. Et je n'ai pas de code promo à vous donner puisque c'est gratuit, donc essayez. Alors, à partir de ce que vous avez craché, les compagnies récupèrent vos cellules, puis votre ADN. Et c'est ça qu'ils analysent, mais seulement en partie. Voilà, on va dire que ceci, c'est tout notre ADN. Il se trouve que vous et moi, et n'importe quel autre humain sur cette planète, nous avons 99,9% de notre ADN en commun. Donc, c'est vraiment inutile d'analyser tout notre ADN, puisqu'on analyserait sans arrêt la même chose. Il reste donc 0,1% à analyser. Ça représente... Donc voilà, ça c'est l'ADN de tous les humains, qui est commun, le même partout, et ça c'est notre spécificité individuelle. Mais là encore, dans ce 0,1% restant, on n'analyse pas tout, parce que c'est pas pertinent, tout simplement, et on ne sait pas non plus à quoi servent exactement tous les éléments de notre ADN. Au final, c'est 0,02% de notre ADN qui est analysé environ. Et là, je vais avoir du mal à représenter 0,02. Alors je vais faire un peu au pif, on va dire que c'est ça. Mais là, je pense que ça se voit même plus à la caméra, en fait. Donc voilà, ça c'est tout notre ADN, et ça, là, je pense que mon morceau est trop gros, mais c'est ce qu'on analyse. Mais je pense que mon morceau est trop gros. 0,02%, c'est vraiment très peu. Pour vous donner une petite idée, j'ai fait une comparaison avec un calendrier de 365 jours. 0,02% d'une année, ça représente seulement 1h45 dans toute l'année. Donc mettons par exemple le 26 octobre, hop, voilà. 1h45 dans une année. Alors, c'est pas parce que c'est pas beaucoup que ça ne représente pas des choses qui sont importantes, mais c'est pour garder en tête que les pourcentages que vous verrez dans vos résultats ne reflètent que 0,02% de votre ADN. On est avant tout, clairement, des Homo sapiens. Ensuite, une fois qu'ils analysent les 0,02% de notre ADN, ils le comparent à des groupes de référence composés de gens dont ils ont déjà l'ADN via des données publiques, des études scientifiques ou via leur propre collecte. Et ces gens-là ont déclaré que leurs parents et leurs 4 grands-parents vivaient dans la même région. Ça, c'est le minimum que j'ai pu lire. Certaines entreprises déclarent aller plus loin que 3 générations. Et c'est assez logique de faire comme ça parce que les personnes qui vivent dans la même région ont des sections de leur ADN qui sont plus proches que celui de personnes qui sont géographiquement plus éloignées. Et ça vient du fait que les personnes qui restent dans la même région se reproduisent entre elles et que l'environnement favorise la sélection de certaines parties de l'ADN. Donc c'est logique de bâtir sa population de référence comme ça. Mais il faut avoir conscience que pour bâtir leur groupe de référence, vu que le séquençage n'existait pas avant les années 80, les bases de données sont remplies quasi uniquement de l'ADN de nos pères, de personnes vivantes ou en tout cas de notre époque. Et ensuite, pour remonter dans le temps, ce sera sur la base de déclarations, des données de recensement, etc. Ça devient alors quasiment un travail de généalogie et
non plus de génétique. Dans tous les cas, on ne pourra pas remonter très longtemps dans le temps. Donc si on résume, ces tests mesurent à quel point 0,02% de votre ADN ressemble à celui de personnes d'aujourd'hui qui déclarent vivre dans la même région depuis plusieurs générations. Qu'ils fassent partie de votre famille ou non. Et évidemment, tout dépend de la base de données et des algorithmes qu'ils utilisent. Si une population est surreprésentée ou sous-représentée, ça peut fausser une interprétation. Et puis, comment on choisit que telle ou telle personne fera partie de telle population de référence? Comment est-ce qu'on calcule les probabilités? Comment on intègre les données des personnes qui donnent leur ADN aux populations de référence existantes? Bref, c'est hyper spécifique à chaque entreprise et c'est pour ça que vous ne trouverez pas les mêmes résultats avec une compagnie ou une autre. Ou même que vos résultats pourront évoluer au fil du temps puisque les compagnies continuent d'améliorer leur algorithme et d'acquérir des données. Et puis là, j'ai même pas parlé des marges d'erreur possibles. Vous pouvez aller explorer sur YouTube, vous trouverez plusieurs personnes qui ont envoyé leur ADN à des compagnies différentes pour voir si les résultats étaient identiques. Ça vous donnera une idée de la variabilité des réponses. Est-ce qu'un test sur vos origines a une quelconque valeur s'il dépend de l'entreprise et de ses algorithmes du moment? Est-ce qu'un test sur nos origines a une quelconque valeur, sachant qu'on connaît déjà en réalité nos origines? Parce que si on était capable de remonter assez dans le temps, tous nos ancêtres seraient originaires d'Afrique. Est-ce qu'un test sur vos origines a une quelconque valeur, sachant que de l'information génétique se perd à chaque génération? Parce que vous n'avez que 50% du patrimoine génétique de votre mère et 50% du patrimoine génétique de votre père. Et les 50 autres % de vos deux parents? Perdus. Et c'est comme ça à chaque génération. Si vous avez perdu toute l'information génétique de votre arrière-arrière-arrière-grand-père, est-ce que pour autant ce n'est pas votre arrière-arrière-arrière-grand-père? Donc ça, c'est sur l'interprétation très directe de vos résultats, mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses qui sont écrites nulle part et qui relèvent beaucoup plus de l'inconscient. Et je suis tombée dessus en faisant mes recherches, je vous avoue que je m'y attendais pas, je ne faisais pas mes recherches dans cette direction, mais je suis tombée dessus. Donc on va en parler. Et je vous avoue qu'en temps normal, j'en parlerai pas sur Syllabus parce que j'aime que Syllabus soit un moment de détente pour vous, puis ce sera pas le cas dans cette vidéo. Mais là, je suis allée trop loin dans ce sujet pour faire demi-tour maintenant, donc on y va. Voici tout un tas d'articles d'anthropologie, de sociologie, d'ethnologie, etc. Et en les lisant, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a un effet assez pervers des tests ADN récréatifs, c'est de donner du poids au racisme et aux discriminations. Parce qu'en soulignant nos différences biologiques, qui je le répète ne sont que dans 0,1% de notre ADN, en créant des régions d'origine, on alimente la croyance que le concept de race humaine aurait une origine biologique. Alors que c'est faux, c'est archi faux, c'est une conception sociale. Pas biologique. En fait, il n'y a pas de marqueur génétique de la race, on n'a jamais pu en isoler un qui soit présent par exemple chez tous les noirs et absent chez tous les blancs, et dès qu'on commence à définir une race, en cherchant des critères de classification, on n'en finit plus. Et la première fois qu'on a réussi à séquencer l'entièreté du génome humain dans les années 2000, la conclusion était que nous étions de manière écrasante semblables. I believe one of the great truths to emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms, all human beings, regardless of race, are more than 99.9% the same. What that means is that modern science has confirmed what we first learned from ancient faiths. The most important fact of life on this earth is our common humanity. My greatest wish on this day for the ages is that this incandescent truth will always guide our actions as we continue to march forth in this, the greatest age of discovery ever known. Mais à peine quelques années plus tard, toute la beauté de notre similitude génétique est balayée pour en souligner les différences. Les tests proposés par les entreprises sont intrinsèquement peu fiables et loin d'être objectifs, reposent sur des préjugés culturels bien établis. Ils réifient la race dans l'esprit de nombreux consommateurs comme un phénomène biologique et établissent des liens apparents avec des populations existantes ou disparues ou avec des célébrités disparues ou mythiques avec une certitude injustifiée. Les tests alimentent ainsi les notions d'indigénéité et d'appartenance à un groupe. En parlant de préjugés culturels, parce que au-delà du racisme, ça peut aussi amener à des questionnements vraiment identitaires. Parce qu'en découvrant nos origines génétiques, donc sur 0,02% de notre ADN comparé à une base de données privée, nous ne pouvons pas faire autrement que d'appliquer un filtre culturel qui influencera notre propre interprétation des résultats.
Exemple, de nombreuses personnes aiment savoir qu'elles ont des origines scandinaves, sous-entendu des origines vikings. Ça leur permet de justifier d'une vie plus violente que la moyenne, d'un esprit conquérant ou de sa masculinité. Parce que notre vision culturelle des vikings, c'est que ce sont des gros bonhommes rustres et violents. Ou encore, une anecdote qui me plaît beaucoup aussi, quand il a été annoncé qu'on avait séquencé de l'ADN d'hommes de Néandertal et que nous en étions encore tous porteurs, Svante Paabo, à l'origine de ses études, a reçu des lettres de personnes comme vous et moi qui étaient persuadées qu'ils étaient eux-mêmes ou leurs conjoints fortement Néandertal et proposaient alors leur propre ADN à analyser pour aider la recherche. Répartition de ces gens-là, 67 hommes et 4 femmes. Pourquoi ? Parce que notre image, fausse d'ailleurs, de l'homme de Néandertal est que ce sont des hommes rustres. On a souvent une vision très essentialiste de notre ADN, comme quoi il représenterait toute notre identité et que ce qui est inscrit dans nos gènes, ce serait une fatalité. Et je vous avoue, je l'ai longtemps cru moi-même, et pourtant, c'est vraiment pas vrai. Notre identité se crée en fonction de notre environnement, des personnes qui nous entourent, de la culture locale, de nos lectures, de notre sociabilisation, et oui, aussi, en partie, de notre ADN. Mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Bref, tout ça pour dire que interpréter des pourcentages de nos origines, ce n'est pas rigolo ou anecdotique. Ça a un impact sociétal et dans notre propre vision de nous-mêmes. En Nouvelle-Zélande, si vous faites un test ADN, votre compagnie d'assurance peut y avoir accès et choisir d'augmenter le montant de votre cotisation ou refuser de vous assurer. Il y a au moins un cas de rabbin qui demande à faire des tests ADN pour vérifier que les personnes qu'il s'apprête à marier sont bien juives. La Chine se met à collecter l'ADN des Ouïghours et ce n'est pas pour des raisons altruistes. La justice utilise les données génétiques mises en ligne par des personnes qui cherchent leur famille pour trouver des meurtriers. J'ai d'ailleurs raconté l'histoire du Golden State Killer sur la chaîne Underscore, vous irez voir, ça vient tout juste d'être publié. Alors ça peut ne pas vous sembler problématique que la police utilise ces données pour des cas comme celui-ci, mais la question c'est jusqu'où s'arrête-t-on ? Parce que techniquement, cela ouvre la porte à des discriminations génétiques, à du profilage sur la simple base de son ADN, comme on le fait aujourd'hui sur la couleur de peau. Et rappelons-le, l'ADN n'est pas l'entièreté de votre personne. Si en ce moment vous vous dites « ouais, moi je m'en fous, j'ai rien à cacher », je vous invite à aller voir la vidéo de Cyrus North. Le « j'ai rien à cacher » est plus dangereux qu'il n'y paraît. Alors tout ça, ce sont des dérives actuelles aujourd'hui documentées qui sont peut-être pas partout dans le monde, mais qui existent. L'avantage, c'est que les compagnies ont une politique de confidentialité qui démontre à quel point ils sont protecteurs de vos données pour justement pas que ça se propage. Et personnellement, je suis d'un naturel optimiste, alors je les crois. Mais je les crois aujourd'hui. Parce que régulièrement, comme vous j'imagine, je reçois des mails de services auxquels je souscris indiquant « Notre politique de confidentialité a changé, cliquez ici pour en savoir plus ». On n'est donc pas à l'abri d'un changement. Si vous avez fait ces tests, il faudra que vous soyez à l'affût de tout changement de politique pour réagir si jamais ce changement ne vous convient pas. Et puis au-delà des politiques de confidentialité, il y a le risque bien réel des fuites de données. La compagnie 23andMe a été piratée en 2023 et les hackers ont récupéré des informations sur 6,9 millions de personnes, soit environ la moitié des utilisateurs. Il s'agit notamment du nom d'utilisateur, du pourcentage de patrimoine génétique commun, dans certains cas de la localisation, de l'année de naissance, des photos mises en ligne ou encore des arbres généalogiques. Et ces données ont été revendues au plus offrant. À quoi servent-elles aujourd'hui? À qui profitent-elles? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la donnée la plus sécuritaire est celle qui n'est jamais produite. D'ailleurs, suite à ça, la compagnie 23andMe a dû régler un recours collectif de 30 millions de dollars. Elle a aussi perdu la confiance du public et elle a aujourd'hui fait faillite. Et quand on fait faillite, on revend ses actifs. Et ces actifs, ce sont ses données. Ou plutôt, nos données qu'on a payées pour lui donner. Et elle les a revendues à Regeneron Pharmaceuticals pour 256 millions de dollars. Le nouveau propriétaire promet de maintenir la politique de confidentialité et de n'utiliser les données que pour développer des médicaments pour des maladies. Je vous laisse juge de ce qu'il faut penser de cette revente de données. Quoi qu'il en soit, la donnée la plus sécuritaire est celle qui n'est jamais produite. Entre le moment où j'ai tourné et le moment de la publication de cette vidéo, il y a déjà eu un petit retournement de situation. Il y a eu une autre offre pour le rachat de toutes les données de 23andMe par l'ancienne présidente de 23andMe. Bref, je pense que c'est très complexe tout ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on se bat pour avoir vos données, nos données, avec des gros sous, puisqu'on parle de plus de 300 millions de dollars. Alors si on ne veut pas exposer nos données, c'est un choix personnel, il suffit de ne pas faire le test. C'est pas tout à fait vrai.
Parce que c'est là que les données génétiques se distinguent complètement de n'importe quel autre type de données. En ce moment, la plateforme publique de données ADN GED Match doit avoir environ 0,5% de la population américaine. Une fois que ça passera à 2% de la population, il est estimé que 90% de la population qui a des origines européennes pourra être retrouvée à partir d'un frère, d'une cousine, d'une tante, d'un grand-père, et ce jusqu'au 3e cousin. On a donc besoin des données de 2% de la population pour retrouver 90% de la population. C'est dire à quel point nos données génétiques nous unissent. Donc techniquement, peut-être qu'il y a un 3e cousin à vous dont vous ignorez complètement l'existence qui a fait le test. Ce qui signifie qu'une partie de vos informations génétiques est en ce moment stockée dans des serveurs. Qui sait ? Alors 3e cousin, moi il a fallu que j'aille voir parce que c'est loin. Si vous êtes là dans l'arbre généalogique, votre 3e cousin est le petit-fils de vos arrière-grands-parents. Il y a de bonnes chances que vous ne connaissiez pas cette personne. Et c'est d'ailleurs en retrouvant plusieurs 3e cousins du Golden State Killer que les enquêteurs ont pu retracer son arbre généalogique et le retrouver par la suite. Mais allez voir l'histoire complète sur Underscore. Donc, retrouver quelqu'un, ça veut dire retrouver les liens de parenté entre les gens. Et d'ailleurs, c'est le beau côté de la chose, ça marche tellement bien qu'il y a de nombreuses personnes qui ont pu reconstituer leur famille comme ça. C'est vraiment des très belles histoires, très touchantes. Il y a tout un collectif en France d'ailleurs qui demande à rendre ces tests légaux, parce que c'est effectivement illégal en France et passible d'une peine de 3 750 €, justement pour faciliter les regroupements familiaux. Ce qui se comprend tout à fait, mais qui vient avec le revers de la médaille de l'utiliser pour les assurances, les prêts bancaires, le profilage génétique, etc., etc. Tout ça pour dire que si vous prenez la décision de faire ce test, soyez conscient que vous donnez votre information génétique, certes, mais aussi celle de votre famille et même de la famille éloignée que vous ne connaissez pas. Moi, je trouve ça très lourd comme responsabilité. La donnée la plus sécuritaire est celle qui n'est jamais produite. Voilà, maintenant vous savez. Notre capacité à lire l'ADN, c'est une science très robuste, ça marche bien. Il y a des choses qu'on sait super bien détecter, comme la trisomie 21 par exemple. C'est merveilleux aussi pour retrouver de la famille perdue, qui a envie d'être retrouvée, autre débat. Mais c'est un peu tout, parce qu'au-delà de ça, l'interprétation que l'on fait de cette lecture de l'ADN est beaucoup moins fiable et soumise à de nombreux biais. Et les risques potentiels sont assez clairs. Ça vient changer notre interprétation de notre propre identité en lui donnant une dimension essentialiste. On nous fait croire qu'on peut comprendre nos origines, on amplifie les différences entre les humains, on contourne l'expertise médicale et on ouvre la porte au profilage et à la sélection génétique. Donc franchement, merci au gouvernement qui contrôle encore l'exploitation de ces données, et pourvu que ça dure. Mais quoi qu'il en soit, allez, vous l'avez compris tous en cœur, la donnée la plus sécuritaire est celle qui n'est jamais produite. Voilà, c'était un épisode différent de d'habitude, j'espère qu'il vous a plu et j'espère franchement que ça vous a donné envie de supprimer vos données ADN auprès des compagnies qui auraient fait votre test, ou que ça vous a découragé de faire ce fameux test. Il y a un grand point que j'ai pas abordé et qui est tout l'aspect médical de la chose. La vidéo était déjà assez grosse comme ça, je trouvais, mais je vous mets des liens en description pour approfondir le sujet si ça vous intéresse. On se retrouve la prochaine fois.